Dégueulasse. Alors, c'est un gros mot, mais je trouve qu'il y a une fébrilité de la part du bloc centriste qui pensait avoir le pouvoir indéfiniment. Il y avait un côté, je pense, on est au-dessus de tout et on aura toujours le pouvoir dans ce pays, et qui a été surpris par le coup politique d'Emmanuel Macron de la dissolution. On l'a vu avec la photo de Gabriel Attal le soir de l'annonce. Puis on voit qu'ils ont tous la mine défaite et qu'ils comprennent que repartir en campagne n'est pas synonyme d'être élu, loin de là, et qu'ils vont beaucoup y perdre. Parce que finalement, en précipitant cette dissolution, Emmanuel Macron a appelé des élections de mi-mandat, et la sanction va être immédiate de la part des électeurs français. Ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, c'est de la panique de la part de ce bloc central, avec la peur d'un côté du front de gauche, une alliance contre nature entre la gauche dite de gouvernement, le Parti socialiste, et la France insoumise, les intouchables, islamo-gauchistes, etc., antisémites maintenant. Enfin bon, on charge la barque pour dire que ceux-là, il ne faut surtout pas y aller parce qu'ils défendent une certaine vision de la société et de la répartition des richesses. Et de l'autre côté, autre point de crispation et d'angoisse, le Rassemblement national, autre épouvantail national, en disant cette fois-ci les fascistes sont aux portes du pouvoir, il est temps de sortir de notre réserve, nous devons y aller, machin, etc. Mais c'est le principe même du centre, d'agir comme une centrifugeuse. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à partir du moment où vous avez un parti unique qui passe son temps à faire la même politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, et je parle de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Emmanuel Macron, eh bien, tout ce qui se passe, c'est que la droite et la gauche, c'est naturel, se reforment aux extrêmes d'abord, et puis ensuite agrègent et refont une lutte politique. Et la seule, finalement, victoire d'Emmanuel Macron dans cette dissolution, c'est d'avoir suicidé son propre camp et d'arriver seul, finalement, en disant voilà, j'aurais créé En Marche avec mes initiales et j'aurais tué En Marche volontairement, et c'était une sorte d'œuvre contemporain, un peu artistique, voilà. Mais politiquement, il a précipité la crise, parce qu'elle va arriver, la crise, on en parlera, j'imagine, mais elle est économique avant tout, en s'effaçant au profit d'un retour d'un antagonisme gauche-droite, même s'il est un peu fictif cette fois-ci, parce que ce sont des alliances très opportunistes, uniquement pour les élections. Ouais. Mais voilà la réalité. Et donc, cette panique des médias qui sont prêts à sortir des fake news. Il faut voir, par exemple, Manuel Bompard de la France Insoumise qui avait gardé son calme face à David Pujadas et Ruth Elkrieff qui sortaient fake news sur fake news en leur expliquant « Écoutez, c'est pas un boulot de journaliste, ça, madame. Là, ce que vous dites, c'est faux, je vous le dis. » parce que Et donc, on a ça tous les jours en plateau, de la mauvaise foi, des fake news et de l'hystérie, pour rajouter un peu de l'huile sur le feu et bien expliquer que l'heure est grave et qu'il faut bien voter, comme d'habitude, pour Emmanuel Macron. Enfin, maintenant, Gabriel Attal, puisqu'Emmanuel Macron est un repoussoir. Ils l'ont acté. Alors justement, vous avez dit à plusieurs reprises centriste, central. J'aimerais qu'on écoute Henri Guénaud qui était à votre place la semaine dernière. On parlait justement de cette façon qu'avait Emmanuel Macron d'exercer le pouvoir. On l'écoute. Il n'est pas centriste. Le groupe central ne fait pas le centrisme. Il n'y a rien de la modération et de l'esprit christique d'un démocrate chrétien. On est face à un président extrémiste ? Et c'est un président qui n'a pas, à mon sens, n'a pas d'idéologie, qui agit selon sa psychologie, et oui, qui se comporte de façon souvent extrême. Voilà, il passe en force, il fait. Voilà, j'ai le droit, donc je le fais. J'ai le droit, donc je le fais. Et si vous voulez, là, il a ouvert une boîte de Pandore. Pour l'instant, on est dans l'ivresse du changement. Beaucoup de gens sont contents d'avoir un bulletin qui leur permet d'exprimer leur colère et peut-être de renverser le pouvoir ou de battre aussi les islamo-gauchistes pour la droite. Et à gauche, vous avez des gens qui sont maintenant en train de se solidifier en une coalition. Avec les applaudissements de l'ancien président de la République, François Hollande. Bien sûr, mais parce que c'est pour réconcilier toutes les gauches, il y a lutter contre le fascisme est la meilleure chose qui soit. Voilà, et vous avez déjà des manifestations, et vous en aurez d'autres. On va rentrer dans une période, encore une fois, de conflit entre deux pôles qui se radicalisent de plus en plus.
qui ont sans doute des raisons autres aussi de se radicaliser, la situation sociale, les questions migratoires, culturelles, identitaires. Bon. Alors que pensez-vous de cette lecture, tout d'abord peut-être de cette façon qu'a Emmanuel Macron d'exercer le pouvoir, cette façon extrême selon Henri Guénaud? Moi j'avais appelé Emmanuel Macron le président de la violence. Pour moi il est violent. Il a une pratique violente du pouvoir, on l'a vu avec l'utilisation de la répression policière, avec la façon dont il a créé une nouvelle crise en Nouvelle-Calédonie. C'était pas nécessaire de forcer de cette façon-là. Il y a eu quand même une dizaine de morts. Et cette violence-là, il s'en dédouane sur la violence des manifestants, les éco-terroristes d'un côté, les gilets jaunes de l'autre, etc. Alors qu'il est lui-même le président de la violence. Mais vraiment, dans la façon dont il violente le pays, tous les corps sociaux ont été violentés, se sont mis en grève, mais n'ont jamais obtenu gain de cause. Et donc il a cette pratique du pouvoir dangereuse. Il est maintenant dangereux pour le pays et son camp s'en rend compte. Il faut voir que c'est quelqu'un qui, au bout de 2 ans, lors de son premier mandat, avait déjà perdu tous ses soutiens, quasiment. Ses premiers soutiens, rappelez-vous, les uns et les autres qui partaient petit à petit, ou il m'a un peu trahi, c'est vrai. Voilà. Donc on a affaire à quelqu'un qui... Le premier soutien, c'est François Hollande, peut-être, qui est parti en premier, avant même qu'il soit élu. Il n'était même pas soutien, il s'est totalement fait avoir, mais je pense à des Daniel Cohn-Bendit, des gens comme ça. Enfin voilà. Et donc il y a une psychologie de la terre brûlée, de la violence, et aussi un plaisir, je pense, dans la violence, dans l'humiliation. On a vu la façon dont, quand Emmanuel Macron prend la parole pour parler du peuple français, c'est systématiquement en mal. C'est systématiquement sur les critiques, les limites de ce peuple français. Oui, les Gaulois réfractaires, et encore ça c'était plutôt sympa. C'était plutôt rigolo. Voilà, mais emmerder les non-vaccinés, enfin, il y a eu toute une pratique vraiment de l'ordre du rejet de ce pays et qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour non plus, il n'y a pas non plus d'adhésion à un projet macroniste, puisque ce projet change en fonction des sondages, en fonction de là où on va, et il perd tout le monde au final. Emmanuel Macron, c'est quand même une émanation du Parti socialiste à la base, et il finit à essayer de se raccrocher au LR pour survivre à un raz-de-marée d'une alliance LR-Rassemblement national. C'est n'importe quoi. Ce qu'on appelle le en même temps, c'est une incohérence. Donc c'est quelqu'un d'incohérent, de violent. C'est aussi un jouisseur. On a quelqu'un qui aime se faire plaisir. Regardez les images de jet ski l'été, le ski à la Mongie, la mise en scène permanente avec la photographe de l'Élysée. Ces premiers mois de pratique du pouvoir, il passe chaque mois à se déguiser. Un coup pilote de chasse, un coup sous-marinier, un coup boxeur, un coup tennisman. On se rappelle quand même de cette arrivée, cette première victoire en 2017 sur la pyramide du Louvre, qui a marqué tout le monde et qui était presque une provocation. Et donc, dans cette pratique d'enfant, de jeu, de très, très jouisseur de la vie, président de la République, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux quand on a affaire à ce profil psychologique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de jouets. Et il va essayer tous les jouets qu'il a. Il a essayé l'état d'urgence, il a fait les conseils de défense, les conseils de sécurité Covid, il essaye maintenant la censure, il va essayer, il a fait la dissolution, il a fait le décret, les 49.3, il a rincé je ne sais pas combien de premiers ministres, sauf qu'il a des jouets qui sont dangereux. Il a l'article 16, les pleins pouvoirs, et puis il a le bouton nucléaire. Donc à un moment, il faut quand même se rendre compte du danger réel qui menace notre pays d'avoir un personnage aussi inconséquent qui est censé incarner une institution et qui ne la respecte pas du tout et qui utilise cette institution pour se faire plaisir. Pour jouer. Mais comment vous expliquez alors justement cet attentisme, j'allais dire, cette passivité de toutes les oppositions politiques? Par exemple, il existe un truc qui s'appelle la destitution. Personne n'a lancé de procédure sérieuse. Mais je ne me l'explique pas. Je pense qu'il y a beaucoup de lâcheté de la part des responsables politiques. D'ailleurs, les LR en font les frais aujourd'hui. Quand il y a eu des motions de censure, il suffisait de les voter à l'époque. Rappelez-vous quelle était la ligne des Républicains. Nous ne voulons pas rendre ce pays ingouvernable. Bon, ils vont rendre ce pays ingouvernable au final et ils auront tout perdu, quasiment. Donc voilà, la lâcheté en politique,
politique, elle se paye toujours. Et la politique, justement, je pense que c'est le seul moment dans la société où il faut faire preuve de courage, sauf dans les métiers dangereux, policiers, pompiers ou autres. Mais globalement, là, on a affaire à des gens qui sont lâches et qui ne devraient pas être lâches dans la position dans laquelle ils sont. Et alors, il y en a qui ne sont pas lâches, hein, qui vont tenir des positions, qui vont essayer de faire les choses. Mais sur l'opposition systématique à Emmanuel Macron et sur le fait de nommer le danger qu'il est pour la République et pour le pays, il n'y a personne. Mais vous savez ce qu'on dit quand on dit le président, est-ce qu'il est vraiment très stable sur le plan psychologique, etc. C'est complotiste. C'est complotiste, c'est totalement... Vous êtes un agent infiltré des Russes, vous avez tout... Enfin, voilà, non, mais d'extrême droite, d'extrême gauche. Moi, je ne suis pas psychologue. Je vois juste qu'il y a eu quand même, dès les prémices de l'histoire d'Emmanuel Macron, des signes qui ne trompent pas. Enfin, nommer son parti avec ses initiales, en écrire le logo de sa main, passer son temps à se déguiser, à se mettre en scène, la façon, et puis ensuite la perversion dans la violence et dans l'humiliation, qui est continue. La façon dont il fait court. Alors l'Élysée, évidemment, ça amène à faire court, mais là, on est dans des délires d'Ancien Régime. Et ça... sans que personne ne veuille nommer le mal, en disant on a affaire à quelqu'un de dangereux pour la République. Et donc, la destitution, évidemment, mais institutionnellement, elle est quasiment impossible. Pour ça, il faudrait vraiment un bloc uni de politiciens qui comprennent que la dissolution n'est qu'un jeu de plus pour Emmanuel Macron. C'est un piège, hein, la dissolution. C'est pas autre chose qu'un piège politique. Pour à la fois se dédouaner de la faillite de l'État, et donc des comptes publics, en disant c'est pas moi, c'est eux, créer l'ingouvernabilité et se poser en sauveur, et puis finir d'atomiser ce qui restait des Républicains, et ils pensaient par là même diviser la gauche de manière permanente. Alors la gauche fait bonne figure pour le moment, mais elle se divisera le 8 juillet au soir. Donc voilà, c'est uniquement ça. Hein. Et malheureusement, tout le monde tombe dans le panneau volontairement, en sachant bien sûr à quel jeu on joue, mais qui s'occupe de la France dans ce cirque débile? Qui, aujourd'hui, va poser la question sur les règles budgétaires européennes, sur l'intégration européenne, sur l'escalade militaire à la frontière Est avec l'Ukraine, sur les questions d'élargissement de l'Union européenne et les milliards que ça va nous coûter, sur les questions migratoires, la question des frontières, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est une question qui va se poser et il faudra y répondre différemment qu'on soit de gauche ou de droite, mais c'est une vraie question et qui est au centre des débats. Et puis l'économie qui est le réel pouvoir. Aujourd'hui, personne n'a de mainmise sur ce que va faire BlackRock, ce que vont faire les différents fonds de pension, les marchés financiers et les agences de notation. C'est à peu près évident que si c'est le Front populaire qui passe, immédiatement la sanction va tomber à partir du mois d'août. Après les JO, peut-être, on va laisser un petit souffle. Si c'est le Rassemblement national, peut-être ce sera en octobre. Mais de toute façon, cette année, la France va être sanctionnée par les marchés financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette va s'envoler, les intérêts de la dette vont s'envoler, et qu'il va falloir sacrifier encore davantage le bien-être des Français pour la dette. Alors, vous disiez tout à l'heure que Emmanuel Macron avait perdu tous ses soutiens. Il y en a un qui n'est certes peut-être pas de la première heure, mais qui est toujours en cours, c'est celui de Rachida Dati. Je vous propose qu'on l'écoute parce qu'elle nous parlait de la situation économique française. Depuis l'élection de Emmanuel Macron entre 2017 et 2022, il a redressé le pays parce qu'on a oublié qu'on a eu 5 ans de François Hollande où les finances étaient à genoux. On approche le plein emploi. Nous avons créé 2 700 000 emplois industriels. Ça n'était plus arrivé depuis les années 80. Du pouvoir d'achat a été redonné aux Français, notamment par la suppression de la taxe d'habitation, par le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées. Tout ça, c'est du pouvoir d'achat, c'est de la croissance. Je ne comprends pas pourquoi vous vous plaignez, Alexis Poulain. Moi, je ne prends pas de drogue. Non, mais voilà, après, je ne sais pas ce qu'elle prend, mais on ne vit pas dans le même monde. Le 8e arrondissement, ce n'est pas la France. Et effectivement, quand on a fait affaire avec Carlos Ghosn, qu'on a été députée européenne, qu'on a un cabinet d'avocats, que voilà, c'est évidemment qu'on a l'impression que tout va bien. Et tout va bien, c'est vrai. Emmanuel Macron a fait une politique qui va bien pour certains. Maintenant, il ne faut pas oublier tous ceux qui, justement, parce que ça va mal, ont choisi le vote Rassemblement national, vont choisir le vote du Front populaire parce que, pour eux, la fin du mois, ça n'existe pas. C'est toujours une angoisse.
Le compte est vide, le découvert est là, et puis ça continue, et puis il y a le risque de perdre son emploi. Et ça, c'est des choses qui, dans ce monde privilégié, de gens privilégiés, n'existent pas. On va vous parler de chiffres, on va vous parler de ces millions d'emplois qui ont été créés, mais qui ont disparu aussitôt. Je veux dire, ce que fait Emmanuel Macron, c'est essayer de rendre la France attractive à des investisseurs étrangers. Donc il va ouvrir une usine de batterie. batterie. La suite de son propos, c'était ça. Mais bien sûr. Il n'y a jamais eu autant d'investisseurs. Mais bien sûr. Et donc on ouvre une usine d'une entreprise étrangère qui va embaucher, et dans 3 ans, elle ne sera plus là. Elle aura profité d'un savoir-faire, de quoi que ce soit, mais elle ira faire où c'est moins cher. Enfin, il n'y a rien de plus volatile que l'investissement étranger. Or, c'est uniquement ce que fait Emmanuel Macron, pour ensuite se targuer d'être un pays attractif, d'avoir de bons chiffres, etc. Donc, il y a un vrai problème. Et de voir cette déconnexion, mais incroyable, de gens qui passent leur temps à expliquer que tout va bien, à des gens qui voient bien que depuis des années, depuis les Gilets jaunes, qui était la première alerte, ça va de moins en moins bien. Et ces gens-là n'existent pas dans la carte émotionnelle des dirigeants. Non, ils devraient être contents de pouvoir se rendre compte que l'inflation était maîtrisée. Un Bruno Le Maire qui explique qu'il a sauvé l'économie française, c'est du même acabit. Donc, à un moment, cette déconnexion des élites, c'est ce que disait feu David Graber, elle est le symptôme d'un temps révolutionnaire. Quand les élites ne comprennent plus, sont dans leur vision du monde qui est une réalité alternative et n'arrivent même pas à se confronter au réel, puisque c'est ce qui se passe, alors oui, la révolution est inéluctable. Et ça ne veut pas dire une révolution 1789 ou quoi que ce soit, ça veut dire que ce qui se passe, par exemple, au-delà du jeu politique qu'a provoqué Emmanuel Macron, il y aura sans doute une redistribution des cartes politiques. On va peut-être enfin parler de souveraineté sans vider le concept de sa réalité. On va peut-être parler aussi du populisme en expliquant qu'est-ce que c'est que le populisme. C'est simplement essayer de redonner le pouvoir au peuple. C'est pas flatter les bas instincts et les égos. C'est qu'à un moment, on voit bien qu'avec des personnages comme Madame Dati, comme Monsieur Macron, Monsieur Attal, qui n'a jamais travaillé de sa vie, mais même Monsieur Bardella, d'une certaine façon, qui est un apparatchik également du système, ça ne peut pas fonctionner. Les mensonges sont trop visibles, l'hypocrisie est trop visible. Et la réalité, celle du compte en banque vide, celle de l'angoisse permanente du chômage, celle de la critique permanente de la part de ce genre de profil, ça ne peut pas fonctionner. Il faut arrêter de faire la leçon aux gens, en fait. Il faut juste dire, bon, écoutez, oui, la situation est catastrophique, oui, je ne peux pas faire grand-chose. En revanche, il va falloir faire encore des efforts. Voilà. Ils n'ont que ça à dire, en réalité.